Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, M. Tahirou Traoré, inspecteur de l'enseignement du premier degré et coordonnateur de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Bonsoir M. Traoré. Bonsoir M. Et merci de venir répondre à nos questions sur la Brèche. Toute distance respectée bien sûr en cette période de Covid-19. Votre curriculum vitae nous renseigne que vous avez eu un cursus scolaire qui débute en 1909 à l'école primaire publique de Balavé, c'est dans les Bawa, où vous obtenez votre certificat d'études primaires en 1977. Direction ensuite Bobo Dioulasso, le collège Alouata, avant le collège d'enseignement général de Dédougou, où vous obtenez votre brevet d'études du premier cycle. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire, M. Traoré, nous expliquer ce parcours-là pour le jeune élève Tahirou Traoré à l'époque, de Balavé à Dédougou en passant par Bobo Dioulasso? Bien, merci. Ce que je retiens, d'abord, c'est que ça a été une véritable chance pour moi d'aller à l'école. À l'époque, mon papa tenait tellement à ce qu'un de ses enfants soit à l'école. Il a amené mon grand frère pour l'inscrire et arrivé sur place devant la commission de recrutement, il se trouvait qu'il avait 10 ans. 10 ans, c'était pas très évident. Il avait dépassé l'âge. Il avait dépassé l'âge. Face à son insistance, en son temps, c'est le commandant de cercle qui venait et qui dirigeait la commission. Lui a demandé s'il avait un autre enfant. Il dit oui, celui-là, il a un petit frère, mais il n'a pas l'âge, donc il a 6 ans. Le commandant lui dit, écoutez, c'est comme ça, vous pouvez aller l'amener. Et il a pris sa moto, et il est revenu jusqu'à Yasso. Yasso Balavé, ça fait 15 km. Il est venu me chercher. Et tout ce dont je me rappelle, quand je suis arrivé, je suis descendu, on m'a dit de venir, je suis parti. Le vieux, avant de m'amener, avait pris le soin de me raser bien la tête. J'ai vu quelqu'un qui m'a tapé sur la tête. Je l'ai regardé comme ça. Comme ça, bon, on a trouvé que c'était possible qu'on m'inscrive. C'est comme ça que vous entrez à l'école? J'entre à l'école. Le grand frère, lui, il est reparti avec le papa. Moi, tout jeune, dans la classe, j'étais le plus jeune. Surtout que j'étais avec des camarades qui avaient entre 7, 8, 9 ans. Il y en a qui avaient 10 ans. Mais à l'époque, est-ce que vous mesuriez la chance que vous aviez à cette époque? Non, mais je ne mesurais pas tellement la chance. Puisque pour moi, bon, je suis venu. Et d'ailleurs, avant de venir, chaque fois, il demandait au papa de m'acheter un petit vélo. Alors, pour me mener à l'école à Balavé, il m'a proposé que si je venais, effectivement, il allait me donner le vélo là-bas. Et après mon inscription, il m'a dit, bon, il va aller puis revenir avec le vélo. Donc je suis resté, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu le vélo. Et je réalise qu'effectivement, ça a été une très grande chance pour moi. Bon, à l'époque, disons que l'école était vraiment gratuite. On avait tout. Et nous écrivions à l'encre. Il n'y avait pas de bic. En tant qu'élève du CP1, on avait la maîtrise de la plume. On avait des bureaux et on faisait tout pour que les cahiers ne se salissent pas. Et quand ça se salissait, c'est gare à toi. Surtout qu'il y a l'encrier. Voilà, il y a l'encrier. Et bon, toutes les 2 semaines, on changeait l'encre. C'était bien. Et les enfants qui venaient des villages environnants habitaient dans des cases qui avaient été conçues pour les abriter. Donc ils avaient droit au repas de la cantine, matin, midi, soir. Et nous avions un jardin potager à l'époque que nous entretenions. Et les produits de la vente servaient bien sûr à alimenter la cantine. Et nous avions à l'époque des enseignants qui peut dire que c'était des enseignants de qualité, mais qui étaient vraiment très méchants. De vous? Voilà, ça, c'était la cravache. C'était la cravache. Et à un moment donné, vu mon jeune âge, j'ai failli abandonner.
parce que le coup, à un moment donné, je ne le supportais pas. Et surtout qu'après, le vieux avait inscrit ma petite soeur qui était avec moi. Un jour, je l'ai amené à la maison. J'ai dit au vieux qu'il n'y avait pas de cours. On a fait 2 jours. Et le vieux, en passant à Balavé, il a vu que les élèves étaient à l'école. Il est revenu nous ramener. Et là, c'était pas simple. Alors donc, c'est dire que, bon, la qualité de l'enseignement y était, mais aussi, il faut qu'il y avait la rigueur. En tout cas, chemin faisant, je l'ai dit, vous obtenez votre certificat d'études primaires en 1977. Oui. Ensuite, donc, vous allez à Bougou-du-Lasso, au collège Alouata. Ensuite, le collège d'enseignement général de Dédougou, vous obtenez votre BEPC. Oui. Voilà, qu'est-ce qui a expliqué aussi ce parcours assez chahuté de Bougou? Voilà, quand je suis arrivé effectivement au collège Alouata, puisque en son temps, je n'avais pas eu d'entrée en 6e, le vieux m'a amené au collège Alouata. La première année, bon, pour payer la scolarité, il n'y avait pas eu de difficultés. Mais en 2e année, il a payé, bon, j'ai pu suivre le cours jusqu'au 2e trimestre. Mais au 3e trimestre, on m'a renvoyé. Donc je n'ai pas pu terminer l'année, je suis reparti au village. Il se trouvait que mon papa avait un ami qui était le directeur du CG de Dédougou. Donc il est allé le voir et il lui a expliqué son problème. Et c'est lui qui a trouvé que c'était pas... C'était un gâchis. Voilà, c'était un gâchis. Et il m'a fait venir à Dédougou. Donc j'étais inscrit régulièrement comme tous les élèves là-bas. C'est ainsi que j'ai pu continuer mes études. En 4e, j'ai eu un panari qui m'a fait coucher à la maison pendant plus de 3 mois. Donc j'ai perdu un trimestre. Donc j'étais obligé de redoubler la 4e. En redoublant la 4e, je n'ai plus la possibilité de passer l'entrée en seconde. Il fallait soit que mon papa aille me payer encore les études pour que je puisse continuer mes études secondaires. Il se trouvait que un de nos surveillants qui connaissait bien le papa, il fut également nous mettre à l'école de Balavé. C'est lui qui a proposé au papa qu'il y a le cours normal de Koudougou. Il peut passer directement voilà, le concours d'entrée en première année de cours normaux. Pour devenir enseignant. Pour devenir enseignant. Et quand le papa m'a appelé, bon, je n'étais pas content parce que je voyais que le niveau que j'avais, aller directement au cours normal, mais ce n'était pas ce que je voulais. Mais finalement, j'étais obligé d'accepter. On a fait le dossier et on a passé le concours. Et quand nous sommes partis, on était 7 admissibles. Et quand les résultats sont sortis, j'étais le seul admis. Et c'est ainsi que je suis arrivé. Vous avez quitté donc les bancs de l'école? Les bancs de l'école pour arriver en formation professionnelle? En formation professionnelle au cours de Koudougou. Là, j'ai passé 2 ans, 82-83. En 83-84, avec le Conseil national de la Révolution, vous savez, vous vous rappelez un peu la grève des enseignants, le 20, 21 et 22 mars 1984. En ce moment, j'étais en stage à l'école Centre A de Koudougou. Alors, les enseignants, suite bien sûr à la grève, à l'avènement d'abord du Conseil national de la Révolution, je crois que le SINEV qui était en congrès après à Bobo a décidé quand même de ne pas reconnaître voilà, le coup d'État, le nouveau régime. Le régime des capitaines. Voilà, le régime des capitaines. Et par la suite, ils ont arrêté certains autres dirigeants. Le syndicat a lancé un mot d'ordre et le gouvernement a menacé. Et tous ceux qui allaient respecter ce mot d'ordre seraient licenciés. La grève a eu lieu. Ils ont été licenciés. Le dégagement également. Le dégagement a été fait. Alors, il se trouvait qu'au cours normal, nous avions, notre promotion avait déjà reçu des formations en langue nationale. Moi, c'était le Djoula. Et comme il se trouvait qu'il y avait l'expérimentation de 1972 qui avait commencé sur l'enseignement en langue nationale à travers l'éducation de base, alors donc, nous, prioritairement, nous devions être envoyés dans les écoles expérimentales où des enseignants avaient grévé. Donc c'est ainsi que moi, de Koudougou, je me suis retrouvé
à l'école de Bama. À Bama. Voilà, donc comme élève instituteur adjoint qui venait de prendre fonction. Ça aussi, mais à l'époque, on a envie de savoir, parce qu'au-delà de toutes ces péripéties, comme vous l'avez dit, c'est par la force des choses un peu que vous êtes devenu enseignant, parce que bon, à un certain moment, il y avait un certain nombre de difficultés, mais une fois que vous avez mis le pied à l'intérieur de ce corps, est-ce que vous avez commencé à le vivre comme une vocation ou est-ce que c'était juste un gagne-pain? Quand je suis arrivé, pour moi, ce n'était plus un gagne-pain. Mais il fallait que je m'y mette. Voilà, tout de suite on a commencé vraiment à suivre le cours avec beaucoup de régularité, beaucoup d'assiduité. Et ça fait que quand on a fini, rapidement, le certificat alimentaire d'aptitude pédagogique, donc, nous l'avons facilement décroché. Et en son temps, je disais à mes amis, j'ai dit, moi mon rêve, c'est de devenir inspecteur de l'enseignement de premier degré. Voilà, dès le premier mois à Bama, j'ai dit à mes collègues, c'était mon ambition comme ça. Et ensuite, j'ai eu un inspecteur qui était assez rigoureux. Voilà, pour là, il fallait Jean-Philippe à Bobo. Un jour, qui entre-temps, il a vu que j'avais une compagnie de collègues, une mauvaise compagnie qui passait le temps vraiment à boire. Et ils ont failli m'entraîner dans ce chemin. Et comme il connaissait, c'est lui qui est venu me voir à Bama. J'étais le secrétaire de notre groupe d'animation pédagogique et les rapports que j'envoyais, quand il les lisait, il était tellement content. Et en temps, il voit que je suis en train de dériver. Il m'a appelé à son bureau. Je suis arrivé. Il m'a dit, Taïb, je vais te donner 2 conseils. Le premier conseil, il ne faut jamais commencer sa vie au brouillon. Au brouillon. Au brouillon, parce que tu n'auras jamais le temps de la revenir pour le jour. Et le second conseil, tout homme, pour s'épanouir, doit travailler à réduire le nombre de ses supérieurs hiérarchiques. Et quand il a fini, il m'a dit de partir. Et quand je suis sorti, j'ai compris. Et voilà, en tout cas, ces 2 conseils-là. C'est un programme de vie. C'est un programme de vie. Mais à l'époque, dites-nous, parce que vous avez dit que des enseignants avaient été dégagés, et beaucoup estiment d'ailleurs que ça apportait un coup quand même au système éducatif national, parce qu'à l'époque, c'est des centaines et des centaines d'enseignants qui sont partis comme ça. L'ambiance, est-ce que c'était pas difficile de se retrouver comme ça après ce coup? Oui, effectivement, quand nous sommes arrivés à nos postes, celui que moi je devais remplacer, il est décédé, il s'appelait Konaté Arjuma paix à son nom. Il n'était pas du tout prêt pour partir, parce qu'il était à sa 23e année dans ce même poste. Il me dit, on a dit qu'il est affecté, lui il est là. Et j'étais là, en temps, mon directeur était allé dans son champ, lui aussi c'est quelqu'un qui aimait beaucoup l'agriculture. Et quand il est revenu, il avait chargé de la tomate qu'il devait aller livrer à Bobo. Donc, on lui a dit qu'il y a son enseignant qui est là, il est venu me saluer et il m'a demandé où étaient mes bagages. Je lui ai dit que mes bagages sont restés à Bobo, puisque c'est à partir avec des cargos militaires qui nous ont convoyés. Alors, donc je n'avais que mon sac que j'avais pu emporter avec moi. Alors il m'a dit, tu sais ça, tu viens, on va ensemble. Et c'est là, quand il est sorti, il a vu celui que j'ai remplacé qui était toujours, il a dit, mais toi, tu ne veux pas partir. Il dit, non, lui, il est là, il ne veut pas partir. Il n'a pas de moyen de transport. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. En partant, lui, il s'est arrêté à la gendarmerie, il a informé. Ils ont envoyé une benne le chercher avec ses bagages, et ils l'ont ramené. Il l'a amené à son poste. Et nous sommes là à Boubou, mon directeur a livré sa tomate, et au retour, on a profité de prendre mes bagages, et c'est comme ça que je suis venu. Mais disons que avec nous... C'était une ambiance assez plaisante. Voilà, une ambiance plaisante, et j'ai eu la chance, de trouver des collègues aussi qui étaient très ouverts. Quand ils m'ont demandé d'où est-ce que j'étais enseignant révolutionnaire qui venait, ou bien moi j'étais au cours normal. On vient d'écouter notre
Votre formation? Notre formation, que si c'est ça, nous sommes des collègues. Donc, tu étais enseignant en formation, puis tu es venu. Mais ce qui est sûr, ça n'a pas été facile à l'époque. La plupart des enseignants qui avaient été recrutés n'avaient jamais eu de contact avec la classe, aucune préparation. Donc c'est à travers les réunions de groupes d'animation pédagogique qui se formaient. Il y a certains que j'ai eu à encadrer, leur montrer comment se fait la préparation. Et chaque soir nous étions ensemble. Et c'est de cette façon que petit à petit aujourd'hui... il fallait apprendre et très vite. Beaucoup sont devenus des cadres. Il y a même qui sont au ministère de l'Éducation nationale. En tout cas, le jeune enseignant Traoré, à l'époque, donc vous avez dit vous débutez à Bama jusqu'en 1986. Oui. Puis on vous retrouve directeur d'école à Karangasso Sambla, Diara Dougou. Et dans le même temps, vous gravissez les échelons. Instituteur principal au 94-98 à Bobo Dioulasso, conseiller pédagogique à Ouagadougou puis à Samourouba, inspecteur de l'enseignement du premier degré, c'était votre rêve, tout à fait. Un rêve réalisé depuis 2005. Oui. Alors vu ainsi, on est tenté de dire quand même que M. Traoré a eu une carrière sans encombre. Bon, Est-ce que c'est ça? Oui, je n'ai pas véritablement pas eu de difficultés. J'ai passé 3 ans à l'école de Bama. Alors là, c'est le même inspecteur dont je parle et qui est venu, qui a estimé que j'étais en mesure d'être directeur d'école, d'aller ouvrir une école. Mais il m'a nommé comme directeur de l'école de Samatouko. Voilà, et tout jeune, après ma 3e année de service. Vous êtes déjà directeur? J'étais directeur d'école, j'y ai passé 3 ans. Et ensuite, j'ai demandé à quitter. J'ai été affecté à Diaradougou, à quelques kilomètres de Bobo. Mais je rêvais toujours d'être à côté de Bama parce que quand je suis arrivé à Bama, j'ai été accueilli vraiment dans une très belle ambiance. J'avais des amis vraiment, qui étaient tout le temps avec moi. Et j'ai même fait un chant. Ma première moto, moi, je l'ai achetée avant mon premier salaire. C'était les fruits du chant? Les fruits du chant. Donc ça fait que non seulement j'aimais beaucoup mon métier d'instituteur, mes préparations, je les faisais de façon régulière. Mon souci était que les enfants puissent apprendre par eux-mêmes. Je crois que cette rigueur, c'est-à-dire, j'étais abonné à ARC, la revue ARC. En ce moment, il n'y avait pas Internet, où on peut télécharger des documents pédagogiques puis les lire. Donc j'étais abonné à ARC et tout le temps je lisais et de temps en temps je faisais quelques exercices moi-même, voilà, pour me former. Donc à Diaradougou, j'avais fait une bananera, vraiment qui a commencé à donner. Et j'avais une inspectrice, Madame Ouattara Matene, qui est venue en visite de classe. Ce jour, elle a vu nos champs, elle était tellement contente. Et un jour, à Bobo, j'arrive, elle me demande, mais toi, tu ne passes pas le concours? Je dis, bon, je vais le passer, mais bon, comme il y a ma bananera qui est en train d'évoluer. La bananera, c'était plus concret que non, c'est vraiment concret, quoi. Parce que moi, je voyais des choses. Elle me dit, mais je vais te dire une chose. C'est vrai, ta bananera, mais tu sais que tu es un fonctionnaire. Mais pendant que moi je suis là, bon, peut-être que je ne vais pas t'affecter. Mais si moi je pars et puis quelqu'un d'autre vient, qui trouve nécessaire de t'affecter, il va t'affecter, tu vas partir, tu vas laisser ton champ. En ce moment, ta carrière, qu'est-ce que tu en fais? Et c'est là également que j'ai pris conscience. C'était également un déclic. C'était un déclic. Alors aujourd'hui, on a envie de vous poser la question. Vous êtes rentré dans la profession depuis les années 80, 82. Qu'est-ce qui fait la fierté aujourd'hui de l'enseignant que vous avez été? Qu'est-ce qui vous rend plus fier aujourd'hui quand vous regardez ce parcours? Alors, ce qui me rend fier, d'abord, la manière dont la profession enseignante était vraiment valorisée. Bon, en son temps, ceux qui nous aînés disaient que l'enseignement était dévalorisé. Mais nous trouvions quand même qu'il y avait de la valeur. Donc, on se retrouvait chaque premier ou dernier samedi du mois, le groupe d'animation pédagogique, on échangeait sur des sujets de pédagogie. Bon, on se répartissait des thèmes.
voilà, qu'on traitait, et les enseignants qui étaient candidats aux examens professionnels, ou bien les jeunes qui arrivaient et qui n'avaient pas encore voilà, l'expérience. Donc, soit on proposait des leçons modèles par ceux qui ont l'expérience, ou bien on les faisait faire des leçons voilà, d'essai, et on critiquait. Et l'élément fondamental, c'était la réussite de tout le corps. Donc quand on avait un candidat, tout le monde, en tout cas, se mettait autour de cette personne. C'était comme une famille. Une famille, voilà. Et puis il y avait les conférences pédagogiques. En son temps, il n'y avait pas de prise en charge, hein, mais tout comme le groupe d'animation pédagogique, c'est nous-mêmes qui cotisions. Pour les groupes d'animation pédagogique, on cotisait entre 500 et 1000 francs par mois. Et les conférences en 1500 et 2000 francs. Et on se retrouve pendant la conférence à Bobo, pendant 2-3 jours, et on se prenait en charge, et on était tellement fiers. Aujourd'hui, les choses ont changé. Bon, les choses ont naturellement changé parce que par la suite, quand vous dites qu'à l'époque, la fonction était tellement valorisée, oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites qu'elle est dévalorisée? Oui, non, si elle est dévalorisée aussi. Les parents d'élèves avaient beaucoup d'estime pour nous. Ça, je peux le dire. Quand je suis arrivé à Bama, mais je vous avoue que je n'avais pas, j'étais célibataire, mais les sacs de riz que les parents d'élèves venaient me donner, la volaille, mais souvent je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour ces gens-là? C'est-à-dire qu'on avait de la considération. Avec la reconnaissance. Voilà, c'est quelqu'un qu'on a envoyé pour venir s'occuper de nos enfants. Et comme nous aussi, nous avions des comportements qui leur permettaient aussi de nous respecter. Et quand je suis arrivé à Samatukoro, c'était exactement la même chose. Et là aussi, quand j'ai été affecté, le jour que les gens de Samatukoro sont venus me chercher à Bama, c'était avec une bâchée. Heureusement que le chauffeur connaissait très bien la voie. C'est sa voie, tout le temps il est là-dessus. Et quand on a dépassé Koumine, on a perdu le phare. Il a roulé dans l'obscurité jusqu'à Badara. De Badara maintenant à gauche, on a pris le tournant. Et à 1 km de l'école, on était bloqué parce qu'il avait plu. Et le marigot était plein d'eau. À 3 heures du matin, on a débarqué tous mes bagages là-bas. Et j'ai traversé le marigot avec le représentant des parents d'élèves et l'eau m'a tenu à la hanche. Donc on est allé, ils ont ouvert le logement. Et je suis rentré, je me suis dit, j'ai dormi à même le sol. Hein. Et le lendemain, avant que je ne me réveille, les villageois sont allés ramasser tous mes bagages venus déposer à ma porte. Aujourd'hui, les choses ont nettement changé. Certainement, ce n'est plus forcément la même reconnaissance. En tout cas, c'est ce que vous semblez dire. Oui, je peux le dire ainsi. Bon, le regard qu'on avait sur l'enseignant. Mais l'engagement de l'enseignant aussi, il était pour quelque chose. Oui, parce que c'est pas ça aussi le problème aujourd'hui. Parce qu'on avait peut-être des enseignants amoureux véritablement de leur travail. Oui. Aujourd'hui, peut-être que c'est ce qui a également ce qui fait défaut. Bon, de plus en plus, hein, une fois, je crois, quand j'étais à Bobo, il y a une étude, hein, comme ça, une enquête qui a été menée à l'époque à l'ENEP de Bobo. Plus de 90%, en tout cas de ceux qui avaient été enquêtés, disaient que s'ils avaient un autre métier, ils allaient partir. Ils ne sont pas venus dans l'enseignement parce qu'ils aiment le métier. Ils sont venus tout simplement parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y avait pas le choix. Alors, et aujourd'hui, cette tendance est toujours là. Les gens viennent dans l'enseignement pas parce que voilà, ils aiment l'enseignement, mais parce que c'est là où le seul corps où on peut recruter beaucoup. Donc les gens viennent, bon, à force d'exercer, bon, il y en a qui se font de la vocation, qui arrivent à aimer le métier, mais il y en a toujours jusqu'à ce qu'ils quittent. Hein. Donc bon, ils sont là, si leur souhait, bon, peut-être que c'est de pouvoir faire passer à autre chose. Passer à autre chose. Alors ce qu'on a remarqué également dans votre carrière, M. Traoré, c'est cet engagement syndical. Oui. Vous avez été pendant 14 ans, 2000-2014, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'éducation de base, oui. Le SINATEB. Alors quel était le fondement de cet engagement?
cet engagement, je crois que j'étais à Boulot en son temps, lorsqu'on créait le sénateur. D'abord, je militais, j'étais un sympathisant à l'époque du CNIAB, le syndicat national des anciens africains du Burkina. Alors, mais ce qui a fondé également mon engagement, avant, pendant la Révolution, les logements des enseignants avaient été réduits de moitié. L'indemnité de logement, pardon. L'indemnité de logement avait été réduite de 10 000 francs. Ça a été réduit de moitié. Il y a eu une grève, je crois, en 96-97 qui avait été menée en son temps par le CNTR et puis le SNES. Voilà, donc pour revendiquer effectivement la restitution des 5 000. Alors nous, on était là, au niveau de l'éducation, mais il n'y avait rien. À l'époque, nous étions là, on avait quand même les représentants du CNIAB à Bobo, mais bon, qui ne se sont pas joints à la lutte. Et c'est ainsi que, bon, en temps, avec des camarades que je connaissais qui étaient des militants de la CITB, m'ont dit, mais voilà, il y a un nouveau syndicat, vraiment, et qui est en train de voir les jours. Voilà, on a échangé, j'ai pu obtenir le statut de règlement intérieur, mais le syndicat avait déjà été créé, puisque l'Assemblée générale constitutive a eu lieu à Tenkodogo, mais moi je n'y étais pas. Et c'est après l'adoption des textes que moi j'ai eu, que vous avez dit non. C'est ainsi que il y avait deux camarades qui étaient à Touchana, Drapeau Vincent et puis sur l'autre. Donc, ils sont venus à Boubou, on a échangé, ils m'ont dit, mais Taïrou, vu vraiment ton engagement, ce serait bon que tu sois le premier EG de la section du Houé. Donc, on a échangé, on était 4 ou 5 à l'époque. On a essayé d'approcher d'autres personnes. Et quand on a atteint la 10e, on s'est retrouvé, on a mis en place notre bureau. Et nous avons commencé immédiatement à faire la mobilisation, à obtenir l'adhésion, bien sûr, des militants à Bobo. Et la première grève, nous étions 2 ou 3. Il y a un Agnès Filcoté, et lui il est à Bobo avec les barons Gilbert. On n'était pas nombreux. Mais 1-2 mois après, quand on a lancé la deuxième grève, au niveau à la bourse du travail, nous étions très nombreux. Et c'est ainsi qu'il y a eu le congrès, le premier congrès à Ouaga ici. Moi, je suis venu, j'ai été élu dans le bureau comme secrétaire adjoint à l'information et à l'organisation. Alors donc, je suis devenu membre du bureau pleinement et ça nous a donné encore beaucoup plus d'envie. Voilà. En tout cas, ce qu'on a remarqué, donc, c'est que dans l'évolution, le Front social n'a eu de cesse de se durcir. Surtout donc, ces dernières années. On a l'impression que de plus en plus, donc, le dialogue social, disons, est mis à mal et que les positions sont de plus en plus tranchées. Comment on peut expliquer un peu cette situation-là? Alors, ce n'est pas simple. Alors, quand on parlait de mon engagement, nous étions sur cette lancée-là. Mon engagement syndical a coïncidé bien sûr avec la mise en œuvre des programmes d'assurance structurelle. Et je crois que le temps a commencé à se durcir depuis cette époque-là. Parce que la réforme globale de l'administration publique, donc, qui avait été adoptée avec la loi 013, voilà, instituait 2 catégories de fonctionnaires. Il y avait les contractuels et les fonctionnaires. Alors, en son temps, nous n'étions pas d'accord parce que le statut de contractuel n'était pas de tout cela. Donc, le fonctionnaire, lui, il pouvait avancer tous les 2 ans, mais le contractuel, ce n'était pas son cas. Donc, il devait bénéficier d'une prime d'ancienneté. Et voilà, et puis bon,
avancer presque tous les 5 ans, mais c'est sur la base, avoir des bonifications, tous les 5 ans, et ils n'avaient pas la possibilité de passer des concours professionnels. Donc vous pensez que la radicalisation racine depuis cette époque-là? Nous, en son temps, nous avons dit, mais écoutez, avec bien sûr, il y avait au niveau du sénateur, nous avions la CGTB, et nous avions le collectif syndical depuis cette époque-là. Et avec les Tolé Samion, les Richard, c'est un collectif, les rouges comme on les appelle. Si on peut, les syndicats révolutionnaires de l'île de classe. Alors donc, depuis ce temps, nous n'avons pas été écoutés. Et il fallait vraiment durcir un peu le temps. Il fallait aussi travailler à démontrer qu'effectivement ce qui était en train d'être fait n'était pas à l'avantage du corps enseignant. En tout cas, aujourd'hui, la situation est telle qu'on a l'impression qu'il s'est installé carrément une crise de confiance entre les partenaires sociaux, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, on a d'un côté donc, les syndicats qui évoquent la plupart du temps un manque de considération de la part du gouvernement et de l'État. Du côté du gouvernement, on perçoit plutôt également une lutte à caractère un peu politique, idéologique à la limite, parce que, comme on le dit, la lutte des classes, les rouges et tout ça, comment aujourd'hui on peut sortir de ça? Voilà, parce qu'on a l'impression qu'on est dans une situation de blocage. Au fond, on se positionne dans une situation de classe. Et la classe qui est exploitée, c'est celle des travailleurs. Et quand je disais, par exemple, avec les programmes d'ajustement structurel, c'était encore une exploitation plus féroce des travailleurs. Et pendant 10 ans, nous nous sommes battus. Et nous avons eu gain de cause. Et c'est ce qui a amené l'adoption de la loi 081, qui place tous les travailleurs sur le même pied d'égalité. Il n'y a plus de fonctionnaires, il n'y a plus de contractuels, ce sont des agents de la fonction publique. Le plus souvent, il y a la pression, puisque les syndicats aussi, c'est ça, il faut mettre la pression, avoir le rapport de force de son côté pour amener aussi l'autorité à aller dans le sens. Mais ça ne se fait toujours pas comme ça. Il y a des principes. Par exemple, lorsque nous allons en congrès, alors donc nous analysons la situation, on relie la plateforme, c'est-à-dire vu le contexte, les difficultés du moment, donc on élabore une plateforme minimale, et cette plateforme minimale, donc on l'adresse, bien sûr, aux autorités, avec une lettre de demande d'audience, donc pour avoir l'ouverture d'une négociation autour de la plateforme. Souvent, quand vous déposez, vous pouvez faire 1 mois, 2 mois, souvent 1 année, il n'y a pas de réaction. Et en ce moment, effectivement, bon, quand vous allez en conseil syndical, et puis vous faites le bilan, vous dites, mais notre plateforme, ce que vous voulez dire, c'est que la faute est toujours du côté du côté du gouvernement. Alors, c'est ça, M. Traoré? Le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui a les solutions en main. Donc le gouvernement, normalement, doit toujours ouvrir, en tout cas, les négociations par rapport à la plateforme. Mais si vous faites 1 an, nous, 1 an après, on va à un conseil syndical. C'est entre les congrès, il y a des conseils syndicaux. Le bureau national est obligé de rendre compte. En rendant compte, il fait le bilan de toutes les décisions qui avaient été prises. Mais s'il n'y a rien eu, on dit, bon, ok, comme on n'a pas été entendu, le bureau national, on vous enjoint, en tout cas, vu le contexte, s'il sied, vous lancez un mot d'ordre de grève. Aujourd'hui, pour être concret, M. Traoré, comment on peut sortir? Parce que quand on regarde la situation actuelle, on a l'impression qu'on est dans l'impasse. Oui, non. En fait, comment on peut sortir? Parce que quand le gouvernement appelle au dialogue, les syndicats posent toujours des préalables à lever avant donc le dialogue. On a l'impression que on est dans une spirale sans fin. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense que, objectivement, la pression, elle est devenue forte. Et la pression est forte, puisque quand vous regardez,
les syndicats sur le terrain, ça ne ment pas. Mais il se trouve que le gouvernement, le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? On vit la pression, on prend des engagements, et ces engagements, on peut faire 1 an, 2 ans, après avoir pris des engagements, sans qu'il y ait de suite. Alors, les bureaux nationaux qui sont là, et tous les jours, qui participent aux activités auprès des différents ministères. Donc vous repartez en instance. On dit, bon, écoutez, les engagements que le gouvernement doit prendre, bon, qu'est-ce qui a bougé? Rien n'a bougé. On dit, bon, ok, si c'est comme ça, il faut encore aller en lutte. Aujourd'hui, moi je me dis, voilà, donc pour essayer d'apaiser le climat social, l'expérience que j'ai, en tout cas, c'est effectivement que le gouvernement s'engage vraiment à ouvrir le dialogue et à expliquer clairement les choses à la partie syndicale. Et le plus souvent, c'est ce que j'ai constaté, souvent on est face à des interlocuteurs, c'est-à-dire qui semblent cacher des choses. Si vous prenez par exemple le budget de l'État, comment il est? Combien savent comment le budget de l'État est élaboré? Vous pensez qu'il faut plus de transparence? Il faut plus de transparence. Sur les questions des ressources? Sur les questions des ressources. Et également, bon, quand on dit qu'il y a le budget, le budget de l'État et le budget au niveau des ministères, mais leur élaboration, on élabore le budget sans tenir compte effectivement de ceux-là dont ils sont les acteurs. Alors que si on prépare le budget ensemble, les plans d'action ensemble, tout le monde sait ce qu'il y a dedans. En ce moment, les préoccupations qui ont été soulevées par les syndicats, ces préoccupations peuvent trouver leur réponse dans l'élaboration des plans d'action et budget. On dit, bon voilà, tout ce qu'on... Aujourd'hui, l'ITS par exemple, bon, qui est un point d'achoppement, les syndicats demandent en tout cas que le gouvernement revienne sur son élargissement aux travailleurs, aux indemnités des travailleurs du public. Aujourd'hui, on peut dire que là également, parce que c'est le coronavirus qui est arrivé, qui a un peu atténué un peu les choses, sinon là aussi c'était un bras de fer. Oui, non, la question de l'UTS, telle que ça a été discuté, bon, moi j'étais toujours, quand j'étais RG de mon syndicat, la préoccupation a été soulevée par les syndicats du privé. Premièrement, qui ont estimé, bon, que quand on regarde, on lit notre plateforme, bon, on ne voit pas beaucoup de choses les concernant, alors qu'ils ont une préoccupation. Voilà la question de l'UTS. Mais aujourd'hui, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, oui. Parce que le gouvernement dit aussi que c'est une mesure d'équité. Oui, une mesure d'équité, je ne dis pas non. Mais la manière dont c'est venu, je pense que ça a été, il y a une commission qui avait été mise en place donc pour suivre en tout cas les discussions là-dessus. Bon, je ne sais pas, entre-temps, bon, comme je n'ai plus d'informations là-dessus, ce processus, est-ce qu'il a pu atteindre son aboutissement? Bon, si ce n'est pas le cas, la mesure tombe comme ça, vous savez que ça dit l'impôt sur les salaires, bon, quoi qu'on dit, puis les travailleurs payent du TS. C'est son élargissement qui a posé le problème. Donc, les discussions devaient permettre quand même d'avoir un consensus. Sinon, bon, quoi qu'on dise, nous savons que les recettes de l'État, voilà, c'est à partir des impôts. Mais ce qui est soutenable, ce qui ne l'est pas, c'est dans les discussions qu'on peut se comprendre. Monsieur Traoré, aujourd'hui, on peut dire qu'on a un système éducatif qui subit les conséquences de la pandémie du Covid-19. Les écoles sont fermées, déjà plus d'1 mois de perdu. Aujourd'hui, des parents d'élèves sont inquiets pour, en tout cas, l'aboutissement de cette année. Ils redoutent peut-être une année blanche. À ce stade, est-ce que vous partagez cette inquiétude-là? Oui, bon, l'inquiétude est fondée. Nous avons le coronavirus, donc qui fait tellement peur. On ne sait pas comment ça va se terminer. Et il y a cette groupe sociale qui l'accompagne.
Bon, le premier trimestre, le second trimestre a pris fin une semaine avant le congé. Mais on a presque bouclé les 2 trimestres, mais l'autre trimestre qui vient. Alors, le coronavirus est venu, bien sûr, bon, ça a été aussi une occasion vraiment de mettre un peu un terme à la forme sociale, puisque les élèves ont été, les écoles sont fermées, les élèves sont repartis à la maison. Alors si on doit réouvrir, bien sûr, avec cette situation qui a connu des suspensions de salaire, dans quel climat on va se retrouver? Non, ça doit faire peur quand même. Raison pour laquelle nous disons que au niveau de la partie gouvernementale, comme du côté des syndicats, il faut vraiment un dialogue franc, un dialogue sincère, parce qu'aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à nous en sortir, le scénario de l'année blanche, je ne le mets même pas dans ma tête. Parce que si nous avons une année blanche, ça veut dire qu'il faut tout reprendre l'année prochaine. C'est-à-dire, voilà, ceux qui étaient dans leur classe vont reprendre. Ceux qui devaient aller à l'école, au CP1, on va les mettre où? Donc c'est une autre crise plus profonde encore qu'on aura au niveau du système éducatif. Alors donc pour éviter tout ça, alors nous au niveau de la coalition, je pense que tous ces syndicats qui sont au niveau de la forme sociale sont membres de la coalition. Nous connaissons réellement le problème. Et quand on observe aussi du côté du gouvernement, tel que les choses se passent, si on ne met pas de l'eau dans le vin, ça veut dire qu'on va assister à un bras de fer qu'on ne pourra pas mesurer. Donc, tous ceux qui sont là, donc qui sont au niveau du gouvernement, ou bien qui sont au niveau de la classe politique, tous ceux qui peuvent vraiment peser, donc pour que ce dialogue-là ait lieu. Donc vous pouvez une médiation? Bon, en tout cas, telles que les positions sont, ce n'est pas évident que face à face, comme ça, d'entrée de jeu, à moins que bon, il y ait un ressaisissement de part et d'autre, ça ne sera pas évident. Alors aujourd'hui, certains proposent aussi des solutions pour les élèves qui sont à la maison, l'école à la télé ou des cours en ligne. Est-ce que ce sont des pistes aujourd'hui qui peuvent être des alternatives? Alors donc, au niveau de la coalition, nous avons estimé que le gouvernement, depuis longtemps, depuis 2013, ils ont parlé de doter les écoles voilà, d'ardoises numériques ou bien de kits numériques. Depuis 2013. Non, ça n'a jamais vu le jour. Alors donc, avec cette pandémie, le ministère de l'Éducation nationale vient de bénéficier d'une annonce de 10 millions de dollars de la part du PME. Le partenariat mondial pour l'éducation. Le gouvernement a prévu une relecture de la loi de finances. Mais nous pensons que c'était l'opportunité, si effectivement les dialogues étaient rétablis entre les syndicats et le gouvernement, que de façon, à tête reposée et de façon consciente, on exploite cette opportunité pour faire en sorte que sur toute l'étendue du territoire national, on puisse bénéficier de la connexion Internet. C'est-à-dire pour développer des ressources en ligne, il faut ça. Il faut des ordinateurs. Aujourd'hui, vous pensez que c'est pour l'instant, si aujourd'hui, pour l'instant, parce que nous sommes dans une situation de problème. Parce qu'on est dans l'urgence, vous dites ça peut se faire. On est dans l'urgence. Par exemple, ce qui est en train de se faire, la télé à l'école, ça c'est des initiatives privées. C'est vrai, il y a des enfants qui le suivent. Et moi, je suivais un des cours avec ma fille en mathématiques. Mais c'est des initiatives privées qui sont salutaires. Mais ce que les syndicats disent, d'abord, il y a la grogne sociale, mais en allant, étant donné qu'on n'a pas les ressources, de rien ne faire sur le terrain, il ne faut pas encourager cette façon de faire parce que ça entraîne l'iniquité entre les enfants. Alors donc,
ce que nous avions dit. L'inéquité entre les enfants, qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'inéquité, par exemple, quand on parle de la télé à l'école, mais c'est les familles qui disposent de télé. Mais si vous allez dans les villages, il n'y a pas d'électricité et la télé, c'est un luxe. Ce n'est pas tout le monde n'a pas la télé. Voilà, donc ce sont des choses comme ça donc, qui doivent quand même nous amener à nous poser la question si toutefois cette situation de Covid-là n'était pas le moment donc, pour que nous puissions nous mettre ensemble et voir comment on peut capter des ressources, au moins pour faire en sorte qu'il y ait l'Internet. Par exemple, quand vous allez dans les villages, il y a beaucoup de téléphones Android. Mais c'est seulement quand on voit des documents par WhatsApp, des sujets. Donc, en fait, à vous écouter, on a l'impression qu'à l'état actuel des choses, et sans ce dont vous parlez, aucune solution ne peut être opérable, ni la télé, ni le je me dis par exemple, moi j'ai lu un peu la déclaration des 3 syndicats. Donc quand ils ont été reçus par le ministre, il dit, bon, c'était pour voir s'ils étaient d'accord et partant, voilà, pour cette stratégie. Bon, vu déjà ce qu'il y a entre eux, bon, tout le monde savait que ça ne peut pas marcher. Mais dans leur écrit, ils disent que quand le ministre les invitait, il y avait déjà un groupe qui avait été installé donc pour réfléchir et travailler voilà, sur les ressources en ligne. Donc ça veut dire que à l'étape actuelle, il est réellement possible de réfléchir à ça. Même si la solution n'est pas trouvée tout de suite, mais on peut jeter les bases. Donc on peut avoir des embryons, ne serait-ce que la connexion. Nos enfants sont à la maison, ceux qui sont dans les écoles. Il y a certains établissements qui envoient tous les jours des sujets. Sur WhatsApp, les enfants recopient. Alors donc ils traitent, ensuite ils prennent des photos, ils les renvoient pour correction. Mais ça, c'est des enfants qui sont privilégiés parce qu'il y a la connexion Internet. Si on n'avait que ça, on arrivait à faire ça, déjà c'est quelque chose. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que dans la situation d'urgence dans laquelle on se trouve là, on a le temps? Oui, mais moi je pense que les gens s'allient tous les jours pour faire des dons. Vous prenez par exemple les téléphonies. Il y a Lunatel, il y a Orange, il y a Télécel, mais ils n'ont qu'à faire en sorte qu'on ait des 3G, des 4G. Ça n'est rien que par ça. On sait qu'il y a des gros investissements qu'on ne peut pas faire pour l'instant. Mais au moins entretenir les enfants à distance, leur donner des conseils, faire de telle sorte qu'ils arrivent à faire quelque chose à la maison en attendant qu'ils ne perdent pas les connaissances qu'ils ont déjà acquises. Moi, je pense que, en tout cas, on pouvait un peu travailler dans ce sens. En attendant. Mais pour vous, la solution définitive, c'est qu'on puisse réouvrir. La solution définitive, c'est la réouverture des écoles. Et là aussi, bon, tout en espérant que d'ici ce moment-là, on ne parlera plus de coronavirus. Mais est-ce qu'il ne faut pas composer avec le coronavirus? Parce que le coronavirus est là. Oui. Si on veut attendre de siffler la fin, et puis dire bon, plus de coronavirus avant d'entamer la réouverture des écoles, est-ce que ça c'est une solution réelle? Est-ce qu'il ne faut pas trouver des solutions qui s'adaptent justement à cette époque de pandémie? Mais la solution qu'on peut trouver, c'est laquelle? D'abord, à 7 cas, on a fermé les écoles. Donc ça veut dire que il y a un danger. Il y a la psychose, un danger, il y a la psychose. Mais aujourd'hui, on est à 500 et quelques cas. Et chaque jour que Dieu fait, il y a de nouveaux tests positifs qui s'ajoutent. Alors donc, il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi on est en mesure d'ouvrir aujourd'hui, de rouvrir les écoles, et qu'on n'était pas en mesure de le faire quand on était à 7 cas. C'est ce que je dis en ce moment, il faut qu'on parle, c'est-à-dire qu'on nous dise quelles sont les stratégies qui sont développées et que ces stratégies-là, on les explique. Et si on est d'accord avec, sinon bon, la fin de distanciation, comme je l'ai dit, on peut trouver la solution, mais les enfants sont côte à côte. Si vous allez dans les classes à l'école, dans certaines classes, il n'y a pas de rangée.
Les enfants sont prisés. Donc on ne peut pas respecter les On ne distances. peut pas respecter les distances. Voilà pourquoi je dis, on pourra très bien le faire, mais si toutefois les différentes parties pourraient se mettre ensemble à tête reposée, il y a des solutions qui peuvent être trouvées de façon endogène, donc pour nous permettre de sortir de cette situation d'impasse. Mais si les gens sont dos à dos, il n'est pas évident aujourd'hui, bon, si les syndicats disent qu'ils ne sont pas d'accord, donc on ouvre, les enfants vont venir. Si les enfants viennent et qu'il n'y a pas de travail, ça c'est autre chose. C'est notre problème qui est là. Alors donc, pour éviter tout ça, en tout cas ce qui est bon, qui serait bon, c'est vraiment de travailler à rétablir le dialogue. Entre gouvernement et syndicats. Entre gouvernement et syndicats. Et je sais que les enseignants sont en mesure de faire des propositions qui vont nous permettre, en tout cas, de rattraper tout ce qu'on a perdu. Puisque si je me rappelle très bien, la longue grève, les longues luttes qu'ils ont eu à mener, de 4 mois, mais c'est 5 mois, mais après, quand avec le ministre ils se sont entendus, mais ce sont les syndicats qui ont proposé les stratégies donc pour essayer de rattraper. Et si vous vous souvenez très bien, c'était en 2018, on a eu le plus fort taux de réussite. Venons à l'actualité, M. Traoré. Cette semaine marquée par cette rencontre entre le président du FASO, les partis de l'opposition et les partis de la majorité. D'abord, comment vous appréciez cette approche-là aujourd'hui dans le contexte où le pays fait face non seulement au Covid, mais également au terrorisme? Moi, je pense que c'est une très bonne approche. Et c'est ce que je suis en train de dire. Mais si cette approche a été faite avec les partis politiques, pourquoi ne pas faire la même approche avec les syndicats? Mais le gouvernement dit que pour les syndicats, ils ont envoyé une note pour demander donc la rencontre et qu'ils attendent la réponse également. Maintenant, si moi, je n'en sais rien. l'impression que c'est... Je n'en sais rien. Alors, si la lettre, ils ont écrit aux syndicats et que les syndicats ne se sont pas manifestés, mais il appartient au gouvernement d'expliquer. Bon, j'ai invité les syndicats, ils ne sont pas venus. Mais dans ce cas, président, opposition, majorité... Mais là, on les a vus à la télé et à la fin, toutes les deux parties étaient satisfaites. Que ce soit le chef de ville de l'opposition, vraiment qui a félicité et salué le chef de l'État, vraiment pour cette initiative. Et la majorité, voilà, et aussi, c'est la même chose. Mais on peut en faire autant avec les syndicats. Vous savez que la société civile aussi, bon, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas... voilà, mais ce qui est sûr, elle a une force, elle a des idées, et c'est elle qui est dans l'action. Et le chef de l'État, de mon point de vue, doit se mettre en première ligne vraiment pour régler cette question-là. Alors, il y a la question également du processus électoral. Oui. Aujourd'hui, on peut dire que le processus est interrompu. Oui. Parce que les opérations d'enrôlement, d'établissement de CNB, tout ça aujourd'hui c'est suspendu. Beaucoup s'interrogent, est-ce qu'on pourra voter à bonne date? Est-ce que vous posez les mêmes questions? Oui, naturellement, en tant que Burkinabé, si j'oublie de me poser les mêmes questions, avant le coronavirus, il y a l'insécurité. Parce que quand vous prenez la partie nord, le Sahel, mais est-ce que, en tout cas, je ne sais pas par quel miracle, quelqu'un peut se lever aujourd'hui pour aller battre campagne là-bas? Donc ça, c'était déjà un premier problème. Le coronavirus est venu s'ajouter. Donc tout ce qu'il y avait comme opération, voilà, d'établissement de carte d'identité, d'enrôlement, donc tout est suspendu. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un vide. On ne sait pas jusqu'à quand cette situation va durer. Et ce qui est sur le calendrier électoral initialement prévu, qu'on se le dise, ne pourra pas tenir. Pour vous, le calendrier n'est pas tenable. En tout cas, de mon point de vue, si effectivement on veut bien faire, c'est un timing qu'on avait identifié donc pour pouvoir bien faire le travail. Mais si déjà on perd 2 mois, 3 mois, et on pense qu'en 2 semaines ou bien en 20 jours, on peut rattraper ce qu'on n'a pas pu faire en 3 mois, mais pour aller aux élections, je ne pense pas que ce soit des élections, en tout cas, qui peuvent amener la tranquillité pour le pays.
Mais ça, c'est un problème, parce que si on n'arrive pas à voter, il faudrait trouver des solutions. Non, mais parce que... ils l'ont dit, ils disent que c'est possible. J'ai suivi sur... voilà, il y avait un débat sur BFM, je l'ai suivi du début jusqu'à la fin. La majorité était représentée, l'opposition était représentée. Alors donc, ils ont dit que, bon, en temps normal, ils vont se retrouver. Pour imaginer les scénarios politiques, un scénario pour en sortir. Pour finir, Monsieur Traoré, aujourd'hui, le Covid-19, on ne parle que de ça, et beaucoup estiment que le monde ne peut plus être le même après cette pandémie qui a frappé le monde entier. Et même dans les pires cauchemars, on ne s'imaginait pas qu'un virus puisse peut-être mettre tout le monde ainsi à genoux, à commencer par la première puissance. Pour vous, aujourd'hui, quels sont les enseignements qu'il faut en tirer? Le virus amène tout le monde sur le même pied d'égalité. Et d'ailleurs, bon, les grandes puissances sont les plus durement frappées. Et lorsque je constate tout ce qu'il y a comme agitation, bruit tout autour, on a même prévu des millions de morts pour le continent africain. Nous sommes à plus d'un mois du début de la pandémie en Afrique. Nous n'avons pas encore atteint les milliers de morts. En tout cas, la préparation, les 5 communes mesures avec ce qui se passe les 5 communes mesures dans les pays occidentaux. Alors, le regard que le monde avait, c'est-à-dire que nous avions tous de ces puissances-là, au sortir du coronavirus, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre. Et déjà, si vous voyez les agitations autour, les États-Unis d'Amérique qui suspendent leur contribution à l'OMS, en se disant que l'OMS a aidé la Chine avec la Chine, voilà, qui n'a pas donné les vrais chiffres voilà, des personnes qui ont été décédées du Covid. Bon, ça démontre qu'au plan mondial, c'est la Chine qui est en mesure vraiment de contenir voilà, cette maladie. Bon, du coup, on peut dire que la Chine est en train de ravir la vedette aux États-Unis d'Amérique. Alors qu'ils sont les plus grands contributeurs voilà, donc, de l'OMS. Et vous comprendrez jusqu'à quel point nous, étant pays faibles, dont nous sommes pris dans la tourmente. Voilà, c'est ça, c'est le système capitaliste. Donc pour vous, le monde ne sera plus le même. Le monde, ça ne peut pas être le même. Et de toute façon, les enseignements, on ne peut pas les tirer aujourd'hui, mais au fur et à mesure que nous avançons, et chaque jour que Dieu fait, on apprend de nouvelles choses et nous allons tirer les leçons et les conséquences donc pour nous repositionner, en tout cas dans le monde. Monsieur Traoré, merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. En tout cas, on rappelle, mesdames et messieurs, l'invité ce soir était donc monsieur Tahirou Traoré, qui est donc le coordinateur de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Merci encore d'être passé sur notre plateau. Merci monsieur Traoré, ce fut un plaisir pour moi. Ok. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Voilà, donc on vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Sur la Brèche.